Les aires marines protégées qui ont été évoquées durant le sommet mondial de l'océan à Brest, qui concerne aussi, on va le voir dans un instant, l'Antarctique. On s'intéresse à ce continent du bout du monde avec nos confrères du 1 Hebdo. Bonsoir Julien Bisson. Bonsoir Lucie. Rédacteur en chef du 1 Hebdo. Vous publiez cette semaine Antarctique, l'éternelle conquête. Pourquoi ce choix ? Parce que l'Antarctique, c'est l'horizon ultime de l'expérience terrestre. C'est un lieu hors de toute exploitation politique, commerciale ou militaire. Mais c'est aussi un baromètre vivant des dommages faits à notre planète, de la fonte des glaces jusqu'à celle de la biodiversité. Alors comprendre ce qui se passe sur le continent blanc, c'est prendre la mesure de nos actes, les plus terribles comme les plus utopiques, d'où ce voyage un peu atypique que nous proposons dans les pages du 1 et dans cette émission avec nos invités. Évidemment, on va voyager aussi ce soir avec Jean-Louis Etienne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et explorateur. Votre prochaine mission a été baptisée PolarPod. Vous nous en parlerez dans un instant et vous nous ferez découvrir un peu mieux l'Antarctique. On en discute aussi avec Anne Choquet qui est connectée avec nous depuis Brest. Vous avez assisté, je crois, au sommet international sur l'océan. Vous êtes juriste et vice-présidente du Comité national français des recherches antarctiques et antarctiques, spécialiste du droit des régions polaires. Avant de vous entendre tous les deux, si vous le voulez bien, on va tenter de découvrir ou redécouvrir ce qu'est l'Antarctique avec Florence Bouquilla et ses images qui datent d'octobre dernier. On l'appelle le continent blanc, l'Antarctique. « 14 millions de kilomètres carrés de mer et de terre vierge. Une richesse écologique hors du commun dans cette immense étendue gelée. Mais le pôle Sud, c'est aussi la région du monde la plus durement touchée par le réchauffement climatique. Sur cette image en accéléré, le rythme de la fonte des glaces, de plus en plus soutenu, comme le constatent les spécialistes. Les chercheurs, les antarcticiens les plus expérimentés disent qu'ils perçoivent vraiment des changements vraiment visibles, en particulier en milieu terrestre, mais ça commence aussi en milieu marin. Par exemple, dans la péninsule antarctique, on a un système qui est bordé de glaciers avec des fjords, et ces glaciers sont en train de fondre et de se retirer en quelque sorte du système. En février 2020, l'île de Seymour enregistre un record historique de chaleur, 20,7 degrés. 3 jours plus tôt, plus de 18 degrés dans la station scientifique Esperanza, du jamais vu. Si cela continue, le niveau de la mer pourrait monter de 58 cm au cours du XXIe siècle. Alors comment protéger cet écosystème unique et fragilisé ? En multipliant des aires marines protégées dont toute empreinte de l'homme serait bannie, selon les spécialistes. Des aires marines protégées, il n'en existe que 2 pour le moment. L'Europe, entre autres, aimerait en créer de nouvelles, pour arriver à plus de 7 millions de kilomètres carrés. Mais la Chine et la Russie ne veulent ni restreindre leur zone de pêche, ni abandonner l'idée d'exploiter un jour les hydrocarbures et les minerais enfouis sous ce paradis blanc. Alors Jean-Louis Etienne, vous avez plaidé pour la création d'une nouvelle zone aire maritime protégée au sommet international sur l'océan. Qu'est-ce que ça apporterait à l'Antarctique ? Une aire marine protégée, il y a des projets. Il y en a déjà il y a 2 qui ont été mis en place. Il y en a une autre qui est demandée par la France, l'Europe, les Australiens, qui est en face la Terre Adélie. Dans ce secteur, sur cet océan, il y a le krill. Le krill, c'est un petit crustacé comme ça, qui évolue par milliards. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est au menu de toutes les espèces. Tout le monde mange du krill, que ce soit les baleines, les orques, les manchots, les oiseaux de mer, tout le monde. Et il est pêché. On craint qu'il soit surpêché. Et avec ce krill, on alimente les piscicultures de saumon, par exemple, ou d'autres piscicultures de poissons carnivores. Vous voyez ? Donc il y a intérêt à protéger ce secteur, et l'aire marine protégée, interdite à la pêche, permettrait aux espèces de venir se reproduire tranquillement. Ça, c'est l'une des choses qui nous montre l'importance de l'Antarctique, mais plus globalement, quand on réfléchit à la question du réchauffement climatique, pourquoi l'Antarctique a une place particulière ? Quelle est-elle ? Alors, les 2 régions, à la fois l'Arctique, le Nord est touché. L'Antarctique, c'est en même temps un révélateur du réchauffement climatique. Ça a été expliqué, l'Antarctique, c'est un continent qui est grand comme 28 fois la France, et vous recouvrez le tout de 2,5 km d'épaisseur moyenne de glace. Par endroit, ça fait 4 000, 5 000 mètres. Eh bien,
Claude Lorius, qui est un éminent glaciologue, a eu cette idée qu'en faisant des analyses dans les carottes, c'est-à-dire on fait un trou, on amène des échantillons, on trouve dans ces échantillons en profondeur l'histoire du climat de la Terre. Et l'Antarctique nous révèle du climat de la Terre, et ça révèle quoi? Que la Terre, elle a sa vie propre. Des alternances de périodes froides, vous voyez, glaciaires, interglaciaires, mais surtout ça révèle que depuis 150 ans, une accélération de la température moyenne et de la teneur en gaz carbonique, qui est la signature de l'activité C'est un peu comme humaine. le thermomètre de la Terre finalement et de l'évolution de la Terre actuellement. Oui, tout à fait. Et sachant qu'on évolue vers une période de réchauffement lent, mais l'impact industriel fait que ça s'accélère. Et une fonte des glaces de l'Antarctique, ce serait, j'imagine, très On ne sera plus dommageable. là. Mais ça sera dommageable quand même qu'on soit là ou pas. 80% de l'eau douce de la planète est gelée là-bas, si vous voulez. Ce qui se passe, effectivement, c'est que l'océan se réchauffe, très peu, mais suffisamment pour que ce soit sensible. Le niveau de la mer monte. Et donc, il y a une érosion, si vous voulez, de ces plateformes de glace qui s'étendent avec rupture et production de grands icebergs, dont en France, on a l'habitude de dire de la taille de la Corse. Vous voyez, on a la Corse étant la référence à la taille, parce que c'est une île, on a peut-être une facilité à s'imaginer ce que c'est. Anne Choquet, on comprend que l'Antarctique est très important quand on parle de l'environnement et Jean-Louis Etienne vient de nous l'expliquer, mais il est intéressant l'Antarctique sous plusieurs aspects, et notamment géopolitique. Quand une décision est prise sur l'Antarctique, qui est-ce qui l'a fait appliquer? Qui est-ce qui la prend? Est-ce qu'il y a un pays qui est souverain sur l'Antarctique? Alors, pas vraiment. En fait, le traité sur l'Antarctique a établi ce qu'on a appelé le gel des prétentions territoriales. Donc, il y a 7 États qui ont émis des prétentions territoriales, donc l'Argentine, l'Australie et la France également sur la Terre Adélie. Ces États ont émis des prétentions territoriales qui n'ont pas fait l'unanimité. Et lors de l'année géophysique internationale en 57-58, les États ont, malgré les prétentions territoriales, décidé de mener des activités de recherche en Antarctique sans se préoccuper de savoir véritablement où on allait installer une station, par exemple. Et ça a bien marché, et ça a conduit à l'adoption du traité sur l'Antarctique qui va geler en fait la situation que l'on a vue en 1959, des États qui revendiquent une partie du continent, des États qui acceptent ces revendications ou des États qui refusent. Et en fait, le traité permet de prendre d'autres décisions complémentaires. Donc, dans le cadre donc, de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique, donc par exemple, celle de 2021 a eu lieu à Paris. Donc, c'est la dernière réunion que l'on ait eue. Et lors de ces réunions donc, annuelles, il y a des discussions pour de nouvelles décisions. Et la particularité et la richesse du traité, c'est que toutes les décisions, quelles qu'elles soient, sont prises au consensus. Donc, il y a vraiment une volonté de coopérer entre les États pour prendre des décisions qui seront appliquées ensuite dans la région. Jean-Louis Etienne, est-ce que justement ce traité de 1959, c'est celui qui permet de protéger l'Antarctique plus que d'autres lieux sur la planète? Ah oui, c'est un magnifique traité qui permet à un continent tout entier, grand comme 28 fois la France, mais en fait, il n'y a que de la glace, on va dire. Et vous voyez, à 98%, de rester une terre de science, une terre de paix. Il y avait des projets anciens, Anne Cochet connaît bien le sujet, éventuellement d'enfouir quelques déchets nucléaires encombrants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement loin. Mais aujourd'hui, il y a ce traité qui le protège. Il y a aussi une convention qui le protège contre l'exploitation potentielle des richesses jusqu'en 2048, vous voyez. Des sols marins, par exemple, c'est ça, l'exploitation Oui, mais je ne sais pas si un jour l'humanité doit aller chercher en Antarctique ce dont elle a besoin, vu la difficulté d'exploitation, etc., le coût que ça représenterait, ça serait je ne sais pas quoi. Mais il faut faire en sorte qu'effectivement qu'on soit protégé de cet appétit-là. Anne Choquet, Jean-Louis Etienne nous disait à l'instant, l'Antarctique, ce n'est que de la glace. Alors, quel enjeu ça représente pour la France? Vous devez rappeler, la France fait partie des pays qui avaient des prétentions territoriales sur l'Antarctique. Qu'est-ce que ça représente comme enjeu aujourd'hui? Alors, des enjeux déjà de présence scientifique. Nous avons donc au niveau de la France 2 stations, une station à Dumont-d'Urville sur la Terre Adélie et une autre station co-gérée avec l'Italie, donc la station Concordia. Donc, il y a une force voilà, scientifique reconnue au niveau de la France.
Les enjeux, c'est véritablement l'idée de coopérer entre les États. C'est un continent qui est très convoité, donc il est important pour la France d'être présente, de participer aux discussions. Et on voit également que les entreprises peuvent avoir également un certain appétit à de nouvelles activités en Antarctique, hein. Et notamment donc le tourisme par exemple. Donc il est indispensable que la France avec d'autres pays réfléchisse à prendre de nouvelles mesures pour bien gérer les activités humaines dans la région. Et on reviendra sur la question du tourisme dans un instant. Avant cela, Jean-Louis Etienne, quel type de recherche scientifique on fait en Antarctique? Quels sont les grands projets du moment? Vous voyez, il y a les révélations sur le climat. Pour étudier le soleil, il n'y a rien de tel, si vous voulez, pour étudier le soleil, parce que en période estivale, vous avez le soleil permanent. On étudie, on retrouve dans les carottes que l'on fait l'histoire du climat que j'ai évoqué, mais tout ce qu'on a envoyé dans l'atmosphère. Vous avez les dernières traces de radioactivité dues, par exemple, aux essais aériens. Ça va jusqu'en Antarctique. Ça va partout. Et ça reste, ça se dépose sur la glace, si vous voulez, et c'est enfoui. Et donc, vous avez toute une histoire. On a évoqué tout à l'heure les aires marines protégées. Il faut bien comprendre, j'ai dit, il n'y a que de la glace, ce qui est vrai. J'ai traversé le continent antarctique, vous rencontrez personne, vous voyez, sauf sur les bases scientifiques, comme l'a évoqué Anne Cochet, bien sûr. La vie, elle est à la périphérie. Il n'y a aucune vie à l'intérieur. Ce n'est que des animaux marins qui sont autour du continent antarctique. Est-ce que vous avez traversé, comme vous l'avez rappelé, ce continent de nombreuses fois? Est-ce que vous l'avez vu évoluer fortement ces dernières années? Comment on peut décrire l'évolution de l'Antarctique? Donc j'ai traversé le continent antarctique, c'était en 89-90. Les 600 premiers kilomètres, on longe la péninsule, hein, cette chaîne de montagnes qui se dirige vers le Cap Horn. On longe la péninsule, ce qu'on appelle des plateformes de glace, celles qui produisent les icebergs, vous voyez. Les 600 premiers kilomètres qui s'appellent le Larsen Ice Shelf, c'est le nom de cette plateforme, a disparu. Donc on ne pourrait pas refaire aujourd'hui l'intégralité de la traversée que nous avons faite en 89. Voyez, ça évolue très vite. Anne Choquet, quand on voit Jean-Louis Etienne nous parler de l'Antarctique, il a clairement les yeux qui brillent. On sent que ça fait rêver, on sent que c'est un lieu très particulier. Et vous nous expliquiez tout à l'heure son statut. Est-ce que ce fameux statut et cette idée de coopération internationale qui dure depuis des décennies pourrait un jour être remis en cause? Alors, effectivement, tout traité peut être remis en cause en tant que tel. Moi, j'ai confiance au droit international et surtout à la volonté des États de continuer. Il faut voir qu'en droit international, bien sûr, on a les traités, mais il y a également tout ce qu'on appelle la coutume internationale qui se crée dans le temps par l'habitude des États et la conviction des États d'être face à une règle obligatoire. Les États, en tout cas, ont vraiment envie de renforcer ce traité. Ce traité, pour moi, il est exceptionnel, hein. Dans différentes matières, on le retrouve avec les idées de non-militarisation, non-nucléarisation. Ce sont des principes forts, d'autant plus qu'ils ont été adoptés en 1959. On consacre la liberté de la recherche scientifique, la coopération internationale. On donne également la possibilité d'observer, de contrôler, donc avec des mécanismes d'inspection pour voir si on respecte bien les règles. Donc ce traité, il est très fort et je pense que les États sont très attachés à ce traité. Alors bien sûr, quand on est face à un traité aussi ambitieux, on peut être tenté un petit peu de le bafouer ou de ne pas appliquer pleinement les règles, mais c'est pour ça qu'il est important de veiller à continuer à le renforcer, à adapter les règles aux préoccupations des États au fur et à mesure de nouvelles problématiques. Mais Anne Choquet, on a vu des pays dans les dernières décennies qui ont essayé d'avoir encore plus de prétentions territoriales sur l'Antarctique. On a vu des pays provoquer des naissances, par exemple, en Antarctique. Est-ce qu'il y a comme ça une géopolitique qui se fait et quels sont les pays qui sont aujourd'hui les plus prédateurs, d'une certaine façon, sur le continent? Alors, le traité sur l'Antarctique interdit toute nouvelle appropriation. Donc, tant qu'on aura le traité, on ne peut pas envisager de nouvelles appropriations.
Effectivement, certains États, donc l'Argentine, le Chili, donc ont choisi d'avoir des naissances sur le continent pour vraiment asseoir leur souveraineté. Il y a des États qui sont intéressés pour des activités scientifiques. On parle pas trop quand même de nouvelle appropriation. D'abord, le traité l'interdit. Certains voient vraiment dans l'Antarctique l'idée qu'on pourrait développer de nouvelles activités, mais les États sont vraiment conscients que un État, c'est vraiment un État, une voie, donc ça ne sert à rien donc de multiplier les stations. Juridiquement, ça n'a pas de conséquences juridiques. Voilà. Donc le traité, oui, il doit évoluer. Et les États cherchent à avoir peut-être plus de poids. Effectivement, certains États aimeraient avoir un droit de vote parce que tous les États n'ont pas un droit de vote. Mmh. On voit qu'il peut y avoir des évolutions, avoir du poids, et vous nous l'expliquiez tout à l'heure pour les pays, ça passe aussi par la question de la science. J'aimerais qu'on s'arrête avec vous, Jean-Louis Etienne, sur le projet que vous menez depuis des années et qui va être concrétisé, je crois, en 2023. Ça s'appelle Polarpod. De quoi il s'agit ? Et pour compléter la question que vous m'avez posée sur la science, il y a une étude biologique, si vous voulez, très très importante sur l'écosystème polaire, sur les manchots, sur les oiseaux de mer, qui sont des indicateurs de l'évolution de l'impact du réchauffement climatique sur la ressource, la surpêche. Vous voyez, donc il y a une activité biologique importante. Et donc là la question, c'est cet océan qui est autour de l'Antarctique. On a vu que c'était un continent de glace avec un océan qui fait le tour, l'océan austral. C'est loin, c'est difficile d'accès. Donc il n'y a pas beaucoup de missions. Il y a une attente de la communauté scientifique, c'est de séjourner sur cet océan que les marins appellent les 50e hurlants. Donc vous imaginez, donc il y a des vagues, des choses comme ça. Quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan ? Et donc, avec un bureau d'études ShipST de Lorient, on a fait le Polarpod. C'est un navire vertical qui a 80 mètres de tirant d'eau. Donc, il est pris dans des eaux stables, profondes, vous voyez. Il y a un treillis à la surface. Et donc, vous voyez que l'eau nous passe à travers, elle ne nous percute pas. On a fait des essais avec des maquettes. Il est très stable. Mais ça permet quoi concrètement ? Pourquoi on y va et quelle est l'attente ? C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2, que l'on émet en excès, donc responsable du réchauffement climatique, se dissout en priorité dans les eaux froides. Donc cette immensité d'eau froide qui fait le tour de l'Antarctique, c'est 22 000 km de circonférence, c'est absolument géantissime. Absorption du gaz carbonique, si vous voulez, par cet océan, donc participation à la régulation du climat. 2, le Polarpod est un navire silencieux. Il n'y a pas de moteur, pas de groupe électrogène, on va mettre des hydrophones. Et par acoustique, on va faire un inventaire de la faune parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Voilà 2 exemples de missions scientifiques qui vont être conduites. Vous reviendrez nous en parler une fois que vous aurez fait cette mission qui débute en 2023, en décembre 2023, je crois. Je voudrais qu'on termine, Julien, avec le mot de la semaine qui est le mot touriste. Oui, le mot touriste qu'on a déjà cité pendant cette émission. Et c'est vrai qu'a priori, il est peu probable que vous ayez décidé de partir pour vos vacances en Antarctique. Et pourtant, ils sont désormais plusieurs dizaines de milliers à fouler le sol du continent blanc chaque année, jusqu'à 75 000 en 2019. Un nombre d'augmentation constante qui peut s'expliquer, bien sûr, par la beauté de ces paysages glacés et par le goût de l'absolu, de l'exotisme. Il existe même depuis quelques années un guide de voyage Lonely Planet consacré à l'Antarctique. Mais cet engouement peut poser des problèmes écologiques en augmentant le trafic maritime, en augmentant la perturbation des écosystèmes. Et puis, de façon plus symbolique, on peut se demander si l'exploitation touristique de l'Antarctique, ce n'est pas banaliser le caractère exceptionnel de cette terre immaculée, encore étrangère à l'homme. On peut se demander si le continent blanc ne doit pas le rester, si on veut le laisser immaculé. Alors moi, je me tourne vers vous, Jean-Louis Etienne. Est-ce que le tourisme en Antarctique, c'est possible ? Le tourisme en Antarctique, il est extrêmement encadré. La majorité des bateaux vont sur la péninsule antarctique. Ce sont des bateaux qui déposent 1 an avant le trajet, de manière à ce qu'il n'y ait pas plusieurs bateaux dans les mêmes zones. Ils sont encadrés avec des biologistes, des gens qui ont fait beaucoup d'études de biologie, qui sont là pour encadrer. On débarque d'une manière très serrée, en petits groupes. Et il faut que les bateaux ne dépassent pas une centaine de passagers.
il est interdit absolument d'amener ces gros bateaux avec 2000 ou 3000. Donc, tant que ça reste quelque chose qui est contenu, si vous voulez, qui est bien encadré, qui est suivi, vous devez vous laver les chaussures avant d'aller à terre, on vous donne des habits de manière à qu'il n'y ait pas de graines ou de microbes que vous pourriez amener, vous voyez, voilà. Donc, il y a un tourisme qui est encadré, il faut espérer qu'il le reste comme ça. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne pour votre témoignage. Merci de nous avoir fait voyager. Merci beaucoup à vous Anne Choquet pour votre analyse et vos connaissances sur le statut de l'Antarctique qui nous ont aidés à mieux le connaître. Julien, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Lucie.